Réservoir de biodiversité pour de très nombreuses espèces, donc des espèces aquatiques, des espèces dans les sols, des oiseaux, des tas de plantes, enfin des papillons, des insectes, tout ce qu'on veut. Et c'est très bien. Et puis elles exercent aussi un rôle épurateur de l'eau, notamment en ce qui concerne la pollution de l'azote, du phosphore, des pesticides aussi on peut espérer. Et je vous montrerai un exemple sur l'épuration de l'azote juste après. Ces zones très humides ont aussi un rôle de régulation climatique, localement en tout cas. Comme elles sont pleines d'eau une bonne partie de l'année, elles peuvent évaporer facilement et quand on évapore une surface, elle se refroidit. Donc déjà, il y a un effet un petit peu de climatisation locale, on va dire. Le rôle de puits de carbone aussi, par rapport au changement climatique, c'est vraiment un atout. Et puis, il y a la régulation hydrologique dont j'ai déjà parlé, qui fait partie de cette régulation climatique par le cycle de l'eau. Et donc, finalement, là, toutes ces fonctions environnementales que j'ai décrites, on peut les résumer dans le fait que les zones humides sont des zones, on a un rôle tampon par rapport aux variations hydrologiques, tampon par rapport à la biodiversité et tampon par rapport au climat. Ça atténue les variations et ça maintient un niveau élevé. Ça, c'est vraiment très important et c'est pour ça que c'est des écosystèmes extrêmement utiles à protéger. Accessoirement, c'est souvent des milieux qui permettent de fournir pas mal de ressources naturelles, donc du foin s'il y a des prairies, du bois, des produits laitiers quand il y a de l'élevage, des poissons, de la viande, des plantes médicinales et aussi de la tourbe qui pendant longtemps a été utilisée pour le chauffage par exemple, ou qui fait votre terreau si vous avez des pots. Les zones humides jouent un rôle culturel, par exemple les toponymes, ça fait partie de notre culture. Et la bassée, ça traduit bien que c'est une zone humide, c'est une zone basse, comme je vous ai dit. Et puis il y a peut-être des routes qui s'appellent des levées, parce que c'est au-dessus, et des choses comme ça. Un rôle patrimonial, un rôle esthétique, si on aime voir pas mal de biodiversité. Et voilà. Évidemment, il y a aussi quelques inconvénients. Il y a beaucoup de zones humides qui, du fait sont productrices de méthane. Et ça, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc ça, c'est un vrai inconvénient par rapport au changement climatique. Et on pourra en reparler un tout petit peu si vous voulez, mais l'inconvénient le plus connu, moi je dirais, des zones humides, c'est lié à la présence de moustiques. C'est désagréable, mais pendant longtemps aussi ça a apporté du paludisme. Tout le sud de la France était très impaludé, peut-être même d'ailleurs ici aussi, j'avoue que je ne sais pas. Et c'est une problématique qui revient avec le changement climatique, le réchauffement et la propagation vers le nord d'un certain nombre de moustiques et des maladies associées. Et puis un autre inconvénient, qui n'est pas des moindres, c'est que les zones humides, comme il y a beaucoup d'eau, les sols ne sont pas extrêmement stables, c'est difficilement constructible, et du coup ça a amené à des tas d'aménagements, notamment drainage de ces zones. Et évidemment, quand on draine une zone humide, pour enlever l'eau, on est moins humide, et donc là il y a quand même un équilibre à trouver, on va dire, à minimum. Pour terminer sur les fonctions des zones humides, je vais revenir sur l'épuration, le rôle épurateur par rapport aux nitrates. Donc les nitrates, il y a eu un enrichissement en nitrates de tous les milieux cultivés en fait, à cause des apports d'engrais minéraux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en gros. Il y a deux modes principaux par lesquels les zones humides apportent un bénéfice pour lutter contre la pollution azotée. Le premier, c'est un rôle qui est plutôt physique finalement. Comme les zones humides sont situées dans les zones basses et servent d'interface entre le milieu terrestre cultivé et les cours d'eau, si la zone riveraine est suffisamment végétée, en particulier, donc par de la forêt, les ripisylves, ou par ne serait-ce que les bandes enherbées, qui sont des modes de gestion en fait, de la pollution azotée,
Le ruissellement va être ralenti et une partie de l'eau va s'infiltrer localement avant d'atteindre le cours d'eau, ce qui limite la pollution, le transfert au cours d'eau. Évidemment, du coup, ça va aller vers la nappe, mais ça ne fait pas tout. L'utilisation de la flore abondante de nitrate pour pousser dans les zones humides est aussi un mode d'élimination des nitrates, surtout si cette biomasse est coupée et exportée, parce que si elle reste sur place, elle sera reminéralisée. Mais il y a un autre processus, chimique cette fois, qui permet une élimination réelle de l'azote sous forme nitrate, qui est transformé en gaz azote, le gaz N2. Et là, ce gaz n'est pas un gaz à effet de serre, il y en a 80% dans l'atmosphère qu'on respire. On peut considérer qu'il est anodin. Donc quand on réussit à faire cette transformation des nitrates en azote gazeux, on a fait disparaître des nitrates du milieu. Et la première thèse que j'ai encadrée de ma vie, c'était celle de Florence Curie, dans le cadre du programme Pierre-Hansen, et on avait travaillé expérimentalement, par des mesures dans la bassée au sens large, sur ce processus de dénitrification riparienne. Donc le site, c'est pas dans la bassée au sens strict qui est entre Montereau et Romilly, c'est sur la partie de la Seine qui est à l'amont de la confluence avec l'Aube. L'Aube, elle n'est pas dessinée, mais elle partirait par là. On est juste à l'amont de Méry-sur-Seine, dans une commune qui s'appelle Droupes-Saint-Bal, et donc qui est dans le département de l'Aube. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près, donc la commune de Droupes-Saint-Bal est là, et elle va jusqu'à cette zone. Vous avez alors la Seine qui est ici, avec la Seine canalisée qui est là, et puis un ancien bras de la Seine qui s'appelle le rue du Beauregard désormais, parallèle donc à la Seine. Et notre site d'étude, c'était un transect qui allait depuis la route, qui est en altitude par rapport aux rues du Beauregard. Et on a équipé 4 piézomètres, donc des forages dans la nappe, dans la ligne de pente en fait, depuis une zone proche de la route, loin de la rivière où la nappe est profonde, jusqu'à vraiment la zone toute proche de la rivière, où la nappe est à très faible profondeur, et on mesurait aussi ce qui se passait dans la rivière. Et donc pendant 15 mois, Florence, l'étudiante en thèse, qui maintenant est maître de conférence à Tours, est allée chaque semaine sur le site pour échantillonner l'eau, et ensuite elle faisait les analyses terrain, les analyses chimiques au labo. Et donc je vais résumer, c'est pas très net, hein, je suis désolée, mais j'espère que vous suivrez quand même mes explications. Donc vous avez ici, pour les piézomètres, les 4 piézomètres, W1, W c'est parce qu'en anglais on dit well pour piézomètre, puis. Donc ça c'est le plus loin de la rivière. On a 4 profondeurs d'investigation pour le plus proche de la rivière, et la rivière est là. Donc là c'est l'amont, là c'est la rivière. Et donc vous voyez les concentrations en nitrate moyennes dans ces puits. Avec les barres noires, c'est les concentrations en été, quand les concentrations sont les plus faibles. Parfois, les différences saisonnières ne sont pas importantes. Les barres blanches, c'est en hiver, quand les concentrations en nitrate sont les plus fortes. Et puis, la moyenne annuelle, c'est les barres grises. Et le premier truc important à voir, c'est que les concentrations, elles sont très fortes, en fait. L'élément de référence, c'est que la valeur de 50 mg de nitrate par litre, c'est la valeur maximale pour qu'une eau soit potable du point de vue des nitrates. Et donc les 50, ils sont là. Donc ça veut dire que l'eau du piézomètre 3, ne la buvez surtout pas. Voilà. Nous, on la boit tous les jours. Nous, on a 48 dans notre village. D'accord, 48, vous êtes bon. Oui, c'est ce qu'on nous dit tout à chaque fois. Voilà, alors,
Donc, en tout cas, les concentrations sont très fortes. Et à partir du piézomètre 3, ce que vous voyez, c'est que donc dans la rivière, les concentrations sont moins fortes que dans les zones cultivées. Hein. Donc là, c'est fort parce que c'est cultivé. Dans la rivière, c'est moins fort parce que, certes, l'amont de la zone, ça va sur des dizaines et des dizaines de kilomètres au moins à l'amont. Tout n'est pas cultivé, d'une part, et puis dans la rivière, il y a une dilution par l'eau de pluie. Donc, il y a moins de nitrates dans la rivière. Et alors, le point qui est intéressant dans le piézomètre 4, c'est qu'il ne se passe pas la même chose en hiver et en été. Dans le piézomètre 4, qui est proche de la rivière, il y a beaucoup moins de nitrates en été, les barres noires, qu'en hiver. Et même en été, à 3 mètres de profondeur, on a moins de nitrates dans ce piézomètre-là que dans la rivière. Et là, on se dit, c'est bizarre, hein, parce que si on regarde les chlorures c'est ce qui est représenté ici de la même manière. Ils sont aussi apportés principalement par les engrais, même si en été, quand on sale pour que les routes ne gèlent pas, ça apporte du sel. Les chlorures, c'est du sel. Donc ils sont apportés par les engrais. Par contre, ils sont soumis à il n'y a aucun processus environnemental qui en change la concentration. Donc ils sont inertes et ils nous servent de témoins finalement. Et donc là, on voit bien que dans le piézomètre 4, on a une concentration qui est intermédiaire entre le 3 et la rivière. Et en fait, ça s'explique parce qu'à cet endroit-là, la rivière alimente la zone humide. Et c'est le cas parce que dans cette zone, il y a un soutien du débit du Ruz par des lâchures depuis le lac d'Orient, donc le grand lac réservoir qui est à côté de Troyes, et qui fait qu'il y a un niveau constant dans le Ruz toute l'année en fait, et donc en été, le niveau de la rivière est supérieur au niveau de la nappe, donc l'eau elle coule de la rivière vers la nappe. Donc en tout cas, ça c'est ce qui se passe s'il n'y a pas de réaction d'aucune nature, et on attendrait à ce que les nitrates il se passent pareil. En hiver, on est dans le même cas pour les nitrates que pour les chlorures, mais en été, c'est pas le cas, donc il se passe quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, c'est la dénitrification. Et la preuve de ça, une des preuves, c'est que la teneur en oxygène, elle est très basse dans ce piézomètre. Vous voyez, c'est inférieur à 2 mg d'oxygène par litre, et ce 2 mg d'oxygène par litre, c'est la limite qui explique le déclenchement de ce processus de dénitrification qui est anaérobie. C'est des bactéries qui font ce processus de dénitrification, qui sont capables d'utiliser pour dégrader la matière organique soit de l'oxygène quand il y en a, et s'il n'y a plus d'oxygène, elles prennent les nitrates comme substrat pour oxyder la matière organique. Je ne rentrerai pas dans plus de détails pour maintenant, mais en tout cas, les conditions anaérobies sont liées à la présence d'eau, parce que l'oxygène est peu soluble dans l'eau, en fait. Et donc, dans les zones humides, on a à la fois de la matière organique, il faut ce substrat matière organique pour faire la dénitrification. On a aussi des conditions anaérobies. Et donc, si on a des nitrates, et là on en a, on peut avoir de la dénitrification et donc épuration de ces nitrates. Voilà. Donc, c'est une des fonctions des zones humides. Et je m'arrêterai là sur ce sujet avant d'aborder comment on peut cartographier les zones humides. Parce que puisqu'elles ont des fonctions intéressantes, c'est utile de savoir où elles sont pour pouvoir les protéger, entre autres. Donc ça, c'est une carte qui est faite par des collègues du Canada, de plein de pays. Il y a des collègues français qui sont impliqués, qui est basée en fait sur un croisement de différents inventaires de conditions favorables aux zones humides à partir d'analyses donc à l'échelle globale de la végétation sur base d'observations satellites, nature des sols, et puis aussi des observations satellites des zones où on a des surfaces inondées ou pas. Et ce que vous voyez, c'est que les zones humides au niveau mondial, il y en a principalement dans deux grands biomes. Les zones boréales, ce sont des tourbières qui sont présentes là-bas,
Et aussi les zones équatoriales. Ce sont aussi beaucoup des tourbières dans les grands bassins fluviaux équatoriaux. Ce n'est pas tout à fait les mêmes raisons qui expliquent la présence de ces tourbières, ce n'est pas tout à fait les mêmes tourbières non plus, mais en tout cas, c'est les endroits du monde où il y a le plus de zones humides. Au total, avec cette carte, il nous donne à peu près 13% des continents qui sont des zones humides. Et puis, j'ai marqué aussi là les rizières, c'est ce qui apparaît en pourpre, où ça, ce sont en fait des zones humides artificielles. C'est les êtres humains qui, pour pouvoir faire pousser le riz, créent des zones humides. Et c'est des zones humides qui sont fortement émettrices en méthane. Donc ça donne à manger, mais ça nous réchauffe. On est souvent à devoir à hésiter entre un avantage et un inconvénient dans l'environnement. Maintenant, je vous montre un autre exercice de cartographie à l'échelle mondiale que j'ai mené avec des collègues. On a voulu développer une cartographie en fait, qui était principalement basée sur des critères hydrologiques. Et donc, on a croisé des observations satellites des zones de la planète qui sont régulièrement inondées. Et ça se voit par satellite quand il y a de l'eau en surface. Mais on a rajouté aussi les zones humides qui sont expliquées par des nappes phréatiques à faible profondeur. Donc c'est des zones humides qu'on ne voit pas, en tout cas si on cherche l'eau. On pourrait les voir si on cherchait la végétation spécialisée, mais depuis les satellites, là on ne sait pas encore faire. Et donc voici la cartographie qu'on a obtenue. Elle ressemble d'une certaine manière à la précédente en termes de localisation, mais par contre ça en donne beaucoup plus. On est à 21%. Et donc il y a deux raisons au fait qu'on ait plus de zones humides ici que dans la carte précédente. La première, c'est qu'on a rajouté des zones humides non visibles. Et aussi, c'est qu'on regarde les zones humides potentielles, c'est-à-dire les endroits des continents où, s'il n'y avait pas d'activité humaine qui empêche les zones humides d'être, où on aurait des zones humides. Parce qu'en fait, une des difficultés qu'on a, c'est qu'il y a des zones qui hydrologiquement devraient être des zones humides, et parce qu'elles ont été drainées, parce qu'elles ont été canalisées, parce que tout ce qu'on veut,